Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jonathan Curiel, directeur général adjoint de la chaîne de M6 W9 Sister, en charge des magazines et documentaires, et auteur de ce livre, Vite, les nouvelles théories de l'immédiat. Tyrannie. Les nouvelles tyrannies, pardonnez-moi, de l'immédiat. Vous voyez, je vais trop vite moi-même. C'est publié chez Plomb. Alors, Jonathan Curiel, effectivement, moi j'ai trouvé que votre livre était tout à fait intéressant, parce que toutes vos références que vous parlez, vous racontez tout cela, et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, s'apparenter, et c'est le paradoxe, mais vous allez me démentir si vous n'êtes pas d'accord, du vœu pieux. C'est-à-dire que, allez, pour parler très franchement, vous et moi, puis beaucoup d'autres, exerçons un métier de médias. Et qu'est-ce que c'est que les médias, pour le meilleur et pour le moins bon? C'est la course à l'actualité, à l'instant, à la réaction à l'actualité. Et je me dis, en même temps, vous avez tout à fait raison. Sur le fond, je rejoins complètement, et je pense que je ne serai pas le seul. C'est un livre que je recommande, parce qu'il montre un peu la nécessité, effectivement, de prendre du recul. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de professions, je ne parle pas seulement des médias, où c'est très difficile de prendre du recul. Et vous parlez des politiques. Donc, comment vous conciliez ce paradoxe entre ce livre qui recommande, effectivement, l'urgence de ralentir et surtout de prendre du champ, et puis la nécessité pour beaucoup de professions, encore une fois, pas seulement les nôtres, d'être obligé d'être le nez sur le guidon parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous avez raison, sur le fond, c'est très compliqué de faire la part des choses entre cette réactivité qui est constitutive de nos métiers, notamment dans les médias, et dans le même temps, on peut prendre du champ, on peut, moi je vois dans mon métier, par exemple, on peut faire des magazines au long cours, on peut faire des documentaires au long cours, créer un programme. On en a un qui est passé hier soir sur M6 sur l'entrepreneuriat français. Ça fait 2 ans et demi qu'on le prépare. Ça a été du temps long. Aujourd'hui, des enquêtes. Aujourd'hui, vous voyez les magazines, on a fait dans Capital ou Zone Interdite. Quand vous faites pas des grosses enquêtes sur 1 an et demi, les gens viennent pas. Quand ils savent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer ou qu'il y a une vraie enquête, qu'on monte l'envers du décor, qu'il y a de la vraie investigation, les gens sont au rendez-vous. Alors, donc c'est une façon de résoudre cette dichotomie. Non, mais c'est vrai. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, si vous voulez, qu'est-ce qui tient aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée. Et en matière de journalisme, la valeur ajoutée, c'est l'enquête, c'est le temps long, etc. Mais vous dites vous-même dans votre livre que le problème, c'est que, par exemple, si on parle de politique et qu'on quitte les médias, d'abord, restons un peu sur les médias. L'obsession de l'audimat, quand même, qui est là. On s'en réjouit, on le déplore. Est-ce que cette obsession de l'audimat n'amène pas quelquefois à réagir peut-être un peu trop rapidement en disant « Oh là là, ça a marché, ça n'a pas marché ». Mais comme l'audimat est pratiquement, vous savez, au quart d'heure, vous savez ça mieux que moi, les points. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette espèce d'aiguillon qui n'est pas toujours très sain ? C'est sûr que dans un système de chaîne commerciale ou effectivement qui est financé par la publicité, il y a une volonté de faire de l'audience et ça fait partie du jeu. Même chez les chaînes publiques d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais il y avait un papier hier sur le Libération dans Libération sur l'augmentation des audiences d'Arte. Donc il y a quand même toujours cette volonté de rencontrer son public comme on dit et d'être regardé. On fait pas des médias ou on fait pas de la radio ou de la presse ou de la télé pour n'être lu ou regardé par personne. Donc il y a cette volonté de faire de l'audience. Après, moi j'estime qu'on peut faire de l'audience et on peut faire aussi des contenus qui intéressent. On peut faire des grandes enquêtes, comme on disait, ou des magazines qui intéressent du monde et qui rassemblent 3-4 millions de personnes et c'est très valorisant. Donc c'est ça, il faut trouver le savant dosage entre audience, qui signifie rencontrer son public, et contenu intéressant. C'est ça, et prendre le temps, en tout cas, d'imaginer, de concevoir des contenus intéressants. Et vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure, mais je trouve que vos 2 exemples, et sur le sexe, avec les écolos, et le débat Marlène Schiappa, Éric Zemmour, sont les deux dans 2 domaines différents, très révélateurs de l'époque et de ce que je raconte dans ce livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire une campagne politique, on a besoin d'émerger, de se faire remarquer. Les gars mettent le mot sexe et donc du coup, on s'intéresse à ce qu'il y a derrière. Donc on est dans une immédiateté absolue. Schiappa, Zemmour, c'est pareil. C'est du débat un peu théâtralisé, qui était très attendu. Il y a eu du buzz en amont par CNews, du buzz après pour décortiquer ce qui s'est dit. Donc c'est vraiment très symptomatique de cette époque et de nos sociétés où on a besoin d'émerger dans un marché de contenu et de ce marché de l'attention qui déborde un peu tout le monde. Et du coup, on doit se faire repérer avec du buzz, de l'immédiateté toujours plus importante. Oui, et c'est vrai, non, mais vous avez bien fait de prendre ces 2 exemples qui montrent bien effectivement les pièges. Mais nous allons un peu prendre le temps, en tout cas, de converser avec vous, Jonathan Curiel, pour ce livre très intéressant. Vite, à tout de suite.
le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Jonathan Curiel, qui a écrit « Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir » chez Plomb. Effectivement, mais Jonathan Curiel, alors, qu'est-ce que c'est pour vous que ralentir? On sait très bien, on a beaucoup parlé du rythme absolument stressant, 26 heures sur 24, etc., etc., les X-Files d'un certain nombre de métiers, et cette tentation d'être toujours sur le qui-vive. Et vous dites ralentir, mais ralentir comment? Il y a deux dimensions, si vous voulez. Il y a une première dimension, c'est à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que on peut essayer de déconnecter. Il y a des entreprises qui font déconnecter leurs salariés. On peut marcher plutôt que courir. On peut réapprendre un peu à s'ennuyer. On peut ne pas sursolliciter les enfants dans tous les sens et leur donner 1000 activités et regarder par la fenêtre, apprendre à s'ennuyer. On peut consommer différemment, ne pas céder à l'immédiateté de l'achat. On peut jardiner. Il y a tout un tas de choses. En fait, reconquérir son propre se soi. Retrouver face à soi-même. Écrire. Moi, quand j'écris ce bouquin, je me retrouve un peu face à moi-même. Donc, oublier un peu la frénésie du monde, le tumulte permanent, l'actu qui passe d'une information à l'autre, de l'évasion de Carlos Ghosn au coronavirus, en passant par les réformes des retraites dont vous parlez. On est tout à fait tout le temps chamboulé. Il y a des moments où on peut se retrouver face à soi. Après, il y a une deuxième... On doit se retrouver face à soi. On doit, moi je trouve que c'est fondamental. Et après, il y a d'autres, il y a des gens qui font de la méditation, il y a le développement de spiritualité, enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut se retrouver face à soi. Il y a un deuxième pan qui est tout aussi important, c'est à l'échelle collective. C'est-à-dire que l'État, le rôle de l'État, j'estime, c'est de nous préserver de cette vitesse permanente, de cette immédiateté, de se projeter dans le long terme, de nous protéger face à la vitesse qui est inhérente au marché. Comment concrètement? Quel devrait être le rôle de l'État? L'État, c'est par exemple de prévoir, quand on parle d'énergie dans 10 ans, 20 ans, le nucléaire, les décisions qui vont être prises dans les années qui viennent, ça c'est le rôle de l'État. C'est de nous préserver face à la vitesse des marchés financiers. Prendre la vision. On parle des retraites. La retraite, d'une certaine manière, c'est ça. L'avenir de la planète, c'est ça. Le rôle du politique, c'est ce qu'avait dit une gilet jaune pendant 2018, c'est de gérer l'écartèlement permanent entre fin du mois, fin du monde. C'est l'immédiateté du quotidien, le pouvoir d'achat, les préoccupations immédiates des Français, et de s'occuper de la suite, de l'avenir, dans 50 ans, du réchauffement climatique, de la planète, des retraites, de la dette et de toutes ces problématiques. Donc il y a le plan de l'État. Il y a l'entreprise aussi, l'entreprise qui est quand même une lessiveuse. On est tout le temps dans la réactivité. Aujourd'hui, dans une entreprise, vous êtes jugé sur la réactivité plus que sur l'activité. Il y a tout un nombre de pathologies qui se développent en entreprise qui sont liées à cette urgence. Le burn-out, etc. Le burn-out, les gens qui veulent être partout. Quand on leur dit, on vous demande pour quand je dois rendre ce document, on vous dit c'est pour hier. Quand vous signez un mail, vous dites je reviens vers vous très vite. On prend jamais le temps. On doit répondre à un mail en 2 minutes plutôt que d'attendre 3 jours, d'avoir une réponse bien complète, bien robuste, mais on préfère répondre tout de suite. Donc voilà, il y a l'entreprise aussi qui doit se projeter dans l'avenir, stabiliser les gens et être sur le long terme. Et les médias, pour revenir au début de notre conversation, les médias qui ne doivent pas céder au buzz permanent, au débat clivant en permanence, de ne pas théâtraliser les choses. On peut être sur le temps long. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même une émergence d'un goût du public pour une certaine lenteur. Il y a des médias qui se développent, il y a un appétit pour les podcasts, il y a des magazines qui se créent sur le temps long. Donc il y a quand même les germes d'un retour à la lenteur et d'une volonté de décélérer. Vous voulez dire, il y aurait le slow food reprend des pas par rapport au fast food? Un petit peu, en tout cas. Alors, le fast-food reste populaire, mais effectivement, il y a toute une culture. En Italie, il y a une culture du slow food, ça se répand. Il y a des slow cities. Il y a un réseau de 170 villes au monde qui veulent ralentir. Donc, il y a un mouvement dans ce. Mais vous savez, la plus belle illustration de votre livre, enfin, en tout cas, de ce que vous voulez dire, c'est, en tout cas pour les politiques, a été dit par Winston Churchill, il disait le politicien pense à sa réélection immédiate et l'homme d'État pense aux prochaines générations. C'est toute la différence entre, effectivement... Aujourd'hui, en fait, il faut les deux. En vrai, aujourd'hui, pour un politique, il faut les deux. Il faut à la fois inverser la courbe du chômage sous 5 ans, sinon on n'est pas réélu. Et en même temps, il faut prendre des gages pour l'avenir, pour les générations futures. Oui, mais sauf qu'on arrive à la vraie contradiction, Jonathan Curiel. C'est que le problème, regardez, dans un univers marchand, et ce n'est pas péjoratif pour moi de dire un univers marchand, c'est qu'on a besoin d'avoir des résultats immédiats. Ouais. On attend le retour sur investissement à l'entreprise et ailleurs, on le sait. Bon. Et ça demande en tout cas un combat de tous les instants, et je ne sais pas si le recul est là. Et deuxièmement,
de ce point de vue-là, du point de vue politique ou autre, vous voyez, c'est très difficile d'avoir les deux chez le même homme, ou la même femme d'ailleurs, parce que il est tout le temps, et encore une fois, c'est pas l'accabler, il est tout le temps sollicité. Vous voyez, Macron aujourd'hui, avec les réformes de retraite, il doit donner des résultats assez vite, si on dira, voilà, tu fiches rien, et on est parti vers n'importe quoi. Et en même temps, ça demande, on voit le bien pour les retraites, ça demande un travail très long, difficile, compliqué, on se demande si... Donc, c'est cette contradiction qui est là, qui est inhérente presque à l'être humain, et c'est très difficile à faire coexister les deux, comme vous le souhaitiez. Ah oui, c'est la mission du politique aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée, parce que la quadrature du cercle, effectivement, c'est cette réponse d'immédiateté et ce long terme. Après, Macron pourrait très bien dire, je m'occupe pas des retraites, ça me concerne pas, et s'occuper que du quotidien. On n'aurait pas tous ces débats, on n'en parlerait pas, voilà, et il se concentrerait sur le quotidien. Donc il y a quand même un souci du long terme, et puis il y a un souci aussi, moi je pense que pour revenir à votre question sur la façon dont on ralentit et on décélère, il y a le sens. La recherche de sens, et c'est ce que disait hier Macron au parlementaire, selon ce que j'ai lu, il faut donner du sens à l'action politique. C'est-à-dire qu'on prend des mesures juxtaposées, et nous, en tant que citoyens, on ne voit pas forcément le sens de tout ce qui est entrepris. Le dessin caché de la tapisserie. Oui, mais si vous voulez, c'est ce qu'on a appelé le storytelling, mais de manière un peu péjorative. Mais le storytelling, il peut avoir ses vertus quand il redonne du sens à l'action qui est menée sur 5 ans. On va d'un point A à un point B, et il donne un peu de la chair et du sens, un cap à tout ce qui est entrepris. Oui, mais alors, est-ce que vous pensez que, donc, et c'est vraiment la question fondamentale, comment chacun d'entre nous, et je parle aussi bien aux auditeurs de Sud Radio qu'aux téléspectateurs de M6 et autres, comment lui apprendre, comment en tout cas l'inciter à donner du temps au temps, au moins à son temps. C'est ça le vrai problème, mais c'est pas facile. Ben non, c'est très dur. Après, moi, à titre personnel, je me fais violence pour déconnecter, pour poser mon portable, pour pas me faire assaillir par les alertes. Vous fermez votre portable. J'essaye en rentrant chez moi de m'occuper de ma petite fille, de pas le manipuler toutes les 2 secondes. Moi, j'étais troublé quand je me suis rendu compte que je lisais plus un journal sans regarder mon portable toutes les 2 secondes, que j'étais plus capable de lire un livre plus de 5 minutes sans prendre mon portable. Donc j'essaye de me faire un peu violence, c'est très dur. Et par exemple, quand d'un point de vue professionnel, on a des mails qui s'entassent. Avant, j'en étais malade quand ma boîte n'était pas vidée. Voilà, je les laisse un peu. Et puis je me dis, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave, on y répondra demain. Ça va pas changer la face du monde. C'est ça. Et je crois qu'effectivement, chacun doit apprendre, en tout cas, vraiment à se retrouver et apprendre. Je dirais, c'est presque du souffle, une question de souffle. Le souffle, c'est la respiration. Effectivement, c'est pour ça que c'est vrai que, en tout cas, tout nous incite, et c'est ça le pire, tout nous incite à aller le plus vite possible, et il faut que nous combattions. C'est une lutte... c'est une lutte individuelle, et puis c'est une lutte aussi collective. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la métaphore du gilet jaune, quand même. Le gilet jaune, c'est quand même ce qu'on met sur le bord de la route pour se rendre visible des gens qui vont très vite. Bien sûr. Donc c'est aussi... un espèce de cri d'alarme, les gilets jaunes, pour dire attention à cette société qui va de plus en plus vite et qui laisse toute une partie de la population sur le côté. Donc il faut aussi qu'on fasse attention, parce que là, nos discussions sur le fait de faire attention, de décélérer, les mails, l'entreprise, elles s'adressent à des élites urbaines, connectées, smartphones. Mais il y a aussi une autre partie de la population, on pourrait appeler les lents, de la population française. Voilà, et parvenir sur les analyses de Guy Louis et d'autres, de Fourquet. Mais il y a quand même, il faudrait qu'on fasse attention à ne pas avoir une ligne de partage entre les rapides, les élites, les ultra-connectés, les smartphones, et de l'autre côté les lents, qui sont d'une certaine manière les représentants des gilets jaunes. Et en citant effectivement votre écrivain, les rapides mangent les lents. On l'a vu. Bien sûr, ça c'était une citation de l'ancien patron de Cisco, la boîte informatique aux États-Unis, qui disait aujourd'hui c'est plus le gros qui mange le petit, ce qui était l'axiome de l'économie des dernières décennies. Aujourd'hui, c'est le rapide qui mange le lent. Donc il faudrait faire attention à ce que cet axiome économique ne s'étende pas à notre société dans son ensemble. Sinon, ça n'irait plus du tout. Je suis assez d'accord avec vous, mais sceptique sur la possibilité d'y arriver. Restez avec nous, Jonathan Curiel. On va avoir les auditeurs de Sud Radio, recevoir les auditeurs de Sud Radio. Ils vont sûrement vous poser des questions. Et je rappelle que Jonathan Curiel est directeur général adjoint des programmes des chaînes M6, W9 et Sister, en charge des magazines et documentaires, et auteur de ce livre, Vite, les nouvelles tyrannies. Mais il faudra que je le fasse à chaque fois, pardonnez-moi. Vite, donc, les nouvelles tyrannies de l'immédiat. C'est publié chez Plomb. Chers amis, vous nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce qu'on va trop vite? Tiens, est-ce qu'on ne déconnecte pas assez? Est-ce que d'ailleurs les médias vont trop vite et ne s'intéressent qu'à l'immédiat? Mais justement, 0826 300 300, vous nous interpellez juste après les informations sur Sud Radio. Ici Sud Radio.
Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, et on vous invite, vous voyez, depuis quelques minutes, depuis presque une demi-heure, à ralentir avec Jonathan Curiel et son livre très intéressant, Les nouvelles tyrannies de l'immédiat, aux éditions Plomb. Auditeurs, on vous attend. 0826 300 300. Vous prenez la parole sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Bilal. Oui, bonjour Bilal. Bonjour André, bonjour Jonathan. Bonjour. Moi, je vais vous parler de la taxe foncière. Oui. Un petit aparté là sur comment dire l'opératrice téléphonique, elle a été un peu bousculée, ça me fait rire par rapport au sujet de Jonathan. C'est un aparté. C'est un métier très stressant, effectivement, le standard. Oui, ça, elle n'a pas le temps de ralentir, elle. Hein. J'ai vu ça. Dites-moi Bilal. Oui. Pour la taxe foncière, oui. Il faut savoir qu'en France, on est exonéré que si on est handicapé et qu'on a 80 ans, c'est tout. À moins de s'appeler Danny Boone, de vivre à Dunkerque et que ça soit, comment dire, enlevé des aides sociales, quoi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire. Ils ont pris l'argent des précaires pour supprimer la taxe d'habitation de Danny Boone, entre autres. Sur Dunkerque, c'est sur Twitter, vous le verrez. Ouais. Donc moi, je suis en AAH, je suis moitié SDF, mal logé, quoi. J'ai eu 3 logements en 6 mois, là j'en peux plus. Ouais. Ça doit s'entendre. Donc, bon, à 10%, je reçois pas les courriers vu que bon, avec les déménagements, tout ça, chaque fois ils me mettent 10%. Moi, j'ai un terrain que j'ai mis en vente suite à des problèmes, un peu de racisme, on va dire. Je voulais construire un terrain viabilisé. J'ai été obligé ça fait 3 ans qu'il est en vente. Malgré ça, je paye une taxe foncière alors que je suis vraiment très très précaire, quoi. On a un problème d'humanité en France, de toute façon, à tous les niveaux. Moi, ensuite, je voudrais intervenir. Il y a des gens dans le 16e arrondissement de Paris, par exemple, qui veulent à tout prix que les pauvres payent des impôts. Alors, il faut qu'on fasse de la paperasse en France. Donc, il faut savoir aussi que ceux qui payent le plus de TVA, ce sont les pauvres, avec la FDJ, l'alcool, les cigarettes et autres. Oui, la TVA encore, c'était un autre problème. Hein. Non, parce que je voudrais qu'on reste sur la taxe foncière et sur l'augmentation de la taxe foncière. L'autre est un autre problème qu'on a traité et qu'on traitera encore, Bilal. Mais oui, c'est une abomination. C'est une abomination. Enfin, voilà, comme vous avez dit, enlever la taxe d'habitation, un peu, soi-disant, en plus, on s'est fait marronner là aussi. Et maintenant, ils nous mettent la taxe foncière. Mais comme je vous dis, ça va toucher toujours les plus précaires. Et l'histoire de Danny Boone, là, c'est quand même une aberration. Oui, mais la taxe foncière, Danny Boone, on ne va pas le plaindre, ça va, il va bien, merci pour lui, tout va bien, et puis c'est très bien, il a des films qui ont très bien marché. Non, laissons ça de côté. Le vrai problème est de savoir, c'est ce qu'a dit effectivement notre avocate fiscaliste, elle a dit, écoutez, le problème, c'est qu'on cherche de l'argent partout et qu'on est en train de... aujourd'hui, ce sont les propriétaires, alors je ne veux pas pleurer, mais enfin, il y a des petits propriétaires aujourd'hui et qui vont être extrêmement taxés, on le sait. Et voilà, c'est devenu une espèce de raquette. Vous aviez raison en disant que avant c'était la pierre, fallait investir. Aujourd'hui, on peut même plus se loger puisque c'est sûr. Les pauvres gens qui voulaient s'exempter d'un loyer, qui ont investi, c'est impossible. Moi, j'ai essayé, je me dis franchement, c'est impossible. Bilal, merci beaucoup. Et puis vous revenez et vous nous parlez quand vous voulez. Merci à vous, Bilal. Je rappelle que vous nous appeliez de l'Hérault au 0826 300 300. On part dans le Gers tout de suite et on retrouve Jean. Oui, bonjour Jean. Bonjour André et bonjour à votre invité. Merci pour vos émissions toujours de qualité. Merci. Moi, je voulais dire 2 choses concernant le mot amateurisme du chef de l'État. Oui. Je suis très inquiet parce que je m'aperçois, habitant dans le Gers, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes pour trouver un très bon artisan, charpentier, carreleur, etc. Pourquoi ? Parce que depuis 25 ans ou 30 ans, on a toléré l'amateurisme. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus des vrais professionnels de très haute qualité. Quand je parle de très haute qualité,
je parle pour le bien du client qui paye et de l'homme qui fait le travail. Bien sûr. Tout simplement. Donc, si nous partons dans la même courbe avec les élus que nous avons, à mon avis, ça sera une majorité. Je suis inquiet pour l'avenir de la France. Oui, vous voulez dire, c'est ce mot amateurisme, effectivement, vous l'appliquez à l'artisanat, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Ah ben à tout, on peut l'appliquer. Et Absolument. si on regarde sur le dictionnaire autodidactique de l'an 1730, que j'ai chez moi, j'ai d'ailleurs regardé le mot depuis que vous avez parlé de ça ce matin, eh bien, ça va donner le vertige à plein de gens, et surtout des personnes comme vous. Voilà. Enfin, vous me donnerez la définition de l'amateurisme par ce dictionnaire de 1720, ça m'intéresse vraiment. De toute manière, vous savez André que vous êtes invité à venir chez moi avec Jean-Marie Bigard, donc j'irai vous chercher à l'aéroport de Toulouse, je vous ferai déjeuner et je vous ramènerai à l'aéroport. Eh bien écoutez, c'est une promesse qui me fait plaisir, que je retiens, et nous irons très très vite. Et comme ça, vous lirez personnellement le dictionnaire autodidactique. Merci Jean, merci beaucoup de votre invitation en tout cas et de votre intervention. Justement, je voudrais poser à quelqu'un qui n'est pas un amateur mais un professionnel des médias, Jonathan Curiel, effectivement cette notion d'amateurisme quand même, alors c'est pas le sujet de votre livre, mais est-ce que ça n'entre pas quelque part en diagonale, en tangente dans cette histoire, entre les amateurs et les professionnels? Ça veut dire quelque part, alors je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du gouvernement et s'il est peuplé d'amateurs ou pas, mais le problème c'est que est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, dans cette histoire de vitesse, est-ce qu'il n'y a pas l'inégalité? Parce qu'on dit toujours, c'est très bien, liberté, égalité, fraternité, mais il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de prendre leur temps pour faire la même chose que d'autres, et pas parce qu'ils sont plus bêtes, mais parce qu'ils sont plus lents, à qui ça requiert beaucoup plus de temps pour le faire. Il y a ça aussi, cette inégalité, cette contradiction foncière. Oui, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à se fondre dans cette nouvelle société du vite, cette économie de la vitesse et de l'immédiateté, plus facilement que d'autres. Et du coup, ça, par exemple, même dans la sphère culturelle, vous avez dans les talk-shows, dans un certain nombre de débats, on passe vraisemblablement à côté de personnalités exceptionnelles parce qu'ils n'arrivent pas à se fondre dans le moule de nos débats, du pour, du contre, alors qu'ils sont formidables. Alors qu'ils sont formidables, mais parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à ramasser leurs pensées en 30 secondes, qu'ils n'arrivent pas à fournir un kit d'opinions et d'outils à la réflexion pour le téléspectateur. Donc oui, il y a des gens qui sont, d'une certaine manière, plus formatés à ce nouveau système qui va très vite et dans lequel il faut se fondre pour se faire entendre. C'est pour ça, c'est la contradiction de votre livre, mais je dirais une contradiction très saine, très fondée, en deux mots, si vous voulez. Encore une fois, je reviens aux médias. Ce que nous faisons, ce que vous faites et ce que nous faisons ici et ailleurs, c'est que quand même, vous venez de dire ces choses. Par exemple, si je prends un grand écrivain comme Patrick Modiano qui est un de nos grands écrivains, mais même Houellebecq, si vous voulez, ou d'autres, enfin. Bon, vous l'amenez à la télévision, il va être incapable, il va dire un mot toutes les 30 secondes, et encore, je suis généreux. Et c'est tout. Donc, on ne l'amène pas à la télévision, et on comprend, du côté de la télévision ou de la radio, on dit, attendez, vous êtes gentil, mais bon, il y a une émission à temps limité. C'est cette contradiction. Est-ce qu'elle n'est pas ontologiquement, elle n'est pas fondamentale, et qu'on ne pourra jamais lever? Non, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, Modiano, on ne le voit pas à la télé, ou quand il passe, c'est vrai qu'on sent qu'il peine et qu'il n'aime pas l'exercice. Il y a des auteurs formidables. Echenoz, on le voit jamais à la télé, et c'est exceptionnel. Je viens de lire le dernier, c'est exceptionnel, mais il n'est pas formaté pour la télévision. Houellebecq, c'est différent. Houellebecq, c'est-à-dire que je pense qu'il joue de la rareté. Oui, il maîtrise, il est beaucoup plus formaté, il maîtrise beaucoup mieux le système, je pense, que les deux précédents. Modiano, il y a un espèce de buzz organisé avant chaque sortie de livre, une petite polémique qui naît, son accoutrement, est-ce qu'il vient avec sa parka, il dit pas un mot, est-ce qu'il va fumer, l'état de forme de son chien, etc. Enfin voilà, il y a tout un système de signaux et de sens autour de Houellebecq qui est différent des autres auteurs. C'est vrai. En même temps, il se fait rare et c'est pas idiot. C'est ce qu'on appelle la parole rare de Jacques Pillan. Absolument, qui a été théorisé à l'époque et qui. Et quand vous voyez aujourd'hui, c'est Ferrante en écriture, c'est Banksy dans l'art, c'est Daft Punk en musique. Donc aujourd'hui, à l'ère on voit tout, de l'ultra présence de la vitesse.
Ne pas se faire voir est aussi se faire voir beaucoup. C'est vrai. En tout cas, c'est une manière de se faire voir. Vous avez raison. On a... Au 0826 300 300, on part à Levallois, on retrouve Michael. Oui, bonjour Michael. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité Nathan. Bonjour. Donc j'aurais juste un mot sur la taxe d'habitation, parce que moi en fait j'ai investi dans l'immobilier. Oui. Parce que concrètement je me suis dit, et puis même mes parents m'ont dit en gros d'investir dans l'immobilier parce que c'était une valeur sûre. Ben oui, la pierre. Aujourd'hui, ouais. malheureusement aujourd'hui j'ai l'impression que ça va devenir de moins en moins le cas, et le problème, ce que je me demande, c'est pourquoi par exemple, et j'ai vu ce problème-là aussi sur Twitter, après bon c'est les réseaux sociaux, mais voilà. Oui. J'ai vu par exemple au niveau de la sécurité sociale, Oui. il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, 86 millions de personnes assurées à la sécurité sociale, alors qu'on est beaucoup moins en France. On est quoi, à 70 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a mieux que ça, Michael. Il y a 3 millions de centenaires en France. Il y aurait, selon la sécurité, 3 millions de centenaires en France, ce qui est évidemment n'importe quoi. Non, ça, bien c'est sûr, clair. mais Les fraudes à la Sécu, ça, c'est un sujet qu'on a traité, qu'on va traiter encore, je peux vous dire. C'est terrifiant. Non, mais au-delà de ça, moi, je comprends pas le fait, en fait, de vouloir taxer les propriétaires, parce que quand quelqu'un va investir dans l'immobilier, en général, ça va pas être pour faire du profit. Moi, personnellement, c'est mon cas, c'est pas pour faire du profit, c'est plus pour avoir un toit sur ma tête et assurer mon avenir pour plus tard, clairement. Donc, actuellement, par exemple, mon logement, il doit faire, je crois, dans les 50 mètres carrés, je le loue environ 450 € et j'ai, à la fin de l'année, je dois avoir environ 1000 € d'impôts à payer. Ouais. Demain, si la taxe foncière, comme disait votre invité, Madame Pradel tout à l'heure, si elle augmente de, je dis n'importe quoi, même x2, voire x3. Ah, même plus, d'après elle. Derrière, comment je vais faire, moi, pour payer mes impôts? Je revends ma maison, je fais comment, concrètement? C'est ça le vrai souci, quoi. C'est qu'on s'attaque, en fait, j'ai l'impression, malheureusement, toujours aux mêmes personnes, quoi, à la classe moyenne. Vous avez raison, ça ne va pas toucher les très gros propriétaires qui peuvent avoir plusieurs appartements qu'ils louent, ça va toucher effectivement les petits qui ont à se loger. Ça, c'est très 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 vrai. Vous avez raison. Merci Michael de le signaler. On continuera évidemment à parler de cela. Jonathan Curiel, on a parlé hors antenne, notamment, vous êtes directeur des programmes et des documents de M6 et de W9, et vous dites effectivement, et ça c'est vrai, c'est que, on n'en parle pas assez, la victoire du temps long, c'est les magazines qui prennent leur temps de faire des enquêtes, et vous leur donnez les moyens justement de faire l'enquête, d'aller jusqu'au bout, et c'est récompensé parce que c'est la valeur ajoutée, comme on a dit. Est-ce que vous pensez en fait que les gens, les téléspectateurs, pour parler de votre métier, se rendent compte de cela? Je veux dire, ils disent, bon, c'est très bien, on a vu un très bon programme, là, etc. Mais si vous voulez, est-ce que... Comment dirais-je, il y a les problèmes de flux, comme vous savez, les problèmes de stock, enfin bon. Et effectivement, est-ce qu'on fait la différence? Est-ce qu'on dit, bah oui, c'est formidable, là, ce programme, c'est en direct, tout ça, on l'a vu, c'est un divertissement, c'est très bien. L'autre, c'est une enquête qui a pris 2 ans. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je veux dire, dans le regard du téléspectateur. Alors, personnellement, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Le public est extrêmement affûté, intelligent, et c'est ce qu'on lui donne à voir. Et quand ça ne l'intéresse pas, quand c'est bâclé, quand il n'y a pas d'information, je le vois tous les dimanches soirs, on a zone interdite au Capital. Quand l'enquête n'est pas aboutie, elle n'est pas suffisamment tournée sur le long cours, qu'il n'y a pas assez d'informations qui sont données au public, l'audience n'est pas bonne. Aujourd'hui, la télévision, en gros, les gens viennent pour des événements en direct, des soirées politiques, des matchs de foot, où le média fait vraiment la différence. On est en direct et vous pouvez le voir nulle part ailleurs. On fédère une communauté de gens qui sont derrière leur télévision. Ou alors l'information, la valeur ajoutée, le tournage au long cours, le grand documentaire. Les gens en ont pour leur argent derrière leur écran et voient une vraie information qui leur est donnée. Et enfin, faut pas se le cacher, ça fait partie aussi de la mission de la télévision, des grands divertissements pour se détendre. Alors il y en a de toutes sortes, mais quand le public sent qu'il y a un gros événement de divertissement où ils vont se détendre, ils vont rigoler, ils vont se marrer, ils viennent. Bien sûr. Merci Jonathan Curiel. Merci à vous. Je rappelle la référence de votre ouvrage que je vais essayer de lire correctement cette fois-ci. Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat. C'est théorie. Publié chez Plomb. Me piégez pas comme ça. Je rappelle aussi, Jonathan Curiel, que vous êtes directeur général adjoint des programmes pour M6, W9 et Sister, en charge des magazines et documentaires. La suite de votre journée sur Sud Radio. Jacques Pessis en compagnie de son invité pour les clés d'une vie, Frédéric Vitou de l'Académie française. Bonne journée sur Sud Radio.